effectivement enchaîner avec la deuxième partie de ce petit déjeuner, comment le mobile révolutionne le paiement, avec une table ronde réunissant Frédéric Leclé, directeur général de Life, Sabine Kurz, responsable national métier caisse administrative de Brico Dépôt, et Vincent Duval, CEO de Pélib. Bonjour à tous les trois, est-ce que vous êtes bien là? Bonjour Jérôme. Bonjour Sabine. Bonjour Jérôme. Frédéric et Vincent sont là également. Sabine, Bonjour. on va peut-être commencer par vous présenter. Donc, je disais responsable national métier caisse administratif de Brico Dépôt. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, peut-être en quelques dates, ce grand nom du bricolage? Alors, Brico Dépôt, effectivement, est une enseigne qui fait partie du groupe Kingfisher, au même titre que Castorama. Aujourd'hui, nous avons 123 dépôts. On ne parle pas de magasin, chez Dépôt, on parle de dépôts. Nous venons d'ouvrir les derniers magasins il y a quelques semaines, puisque le dernier magasin que nous avons ouvert, à Balinvilliers, Pont-au-Combo, ont été ouverts sur le mois de mai 2021. Très bien. Et combien de magasins à travers la France, je n'ai pas entendu? Une belle entreprise pour laquelle je suis en charge nationale. Pardon. 123. 123 dépôts, Jérôme. Très bien. Et vous disiez, il y a une petite latence avec le son, vous disiez, pardon? Donc, du coup, j'étais en train de finir de me présenter Alors, Sabine, le son n'est pas très bon. En train de préciser que je charge nationale effectivement de la partie sur. Sabine, on ne vous entend pas très bien. Sabine, il faudrait peut-être couper votre caméra parce que la connexion n'est pas bonne et on ne vous entend pas très bien. Ouais, peut-être vous limiter à l'audio. Donc, vous nous disiez. On va peut-être passer à la présentation de Frédéric rapidement, en attendant que Sabine revienne. Frédéric, directeur général de Life, est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, ce grand nom des wallets français et européens? Oui, Jérôme, merci. Alors, très rapidement, métier caisse, admin et de la avec. Est-ce que vous oui, Sabine, alors merci d'avoir coupé la vidéo. Il y a un décalage assez important entre le son et votre son et le nôtre. Vous terminez votre présentation peut-être du coup. Est-ce que vous m'entendez mieux? Attendez, j'étais en train de me reconnecter sur mon. Oui, le son est meilleur. Excusez-moi, le son est meilleur. Donc terminez votre présentation, allez-y. Ok, donc pour terminer, j'expliquais que j'étais en charge nationale de la partie métier caisse et admin et de la performance client pour Brico Dépôt. Mais on verra après comment on est arrivé à Life et à Pélib. La satisfaction du client, c'est vraiment notre quotidien. Et voilà, c'est ma partie en. Très bien, et on va y revenir dans un instant. Oui. Pardon. Donc merci Frédéric, on le disait, présentation de Life en quelques mots, en quelques chiffres. Oui, Jérôme, merci. Life est une fintech française de 150 personnes et on est leader du paiement mobile qu'on qualifie d'augmenté. En d'autres termes, notre mission est de tirer parti de l'omniprésence du smartphone et du développement du paiement mobile qui a été mis en évidence pour proposer des solutions qui permettent de gommer les irritants en point de vente. Au premier rang desquels, évidemment, on va retrouver l'attente en caisse, mais il y a une certaine diversité. On va en parler. Je cherche à adresser. On s'est lancé en mai 2017. Donc aujourd'hui, l'initiative bénéficie de 4 ans de développement. Et sur notre portefeuille de solutions, la clé de voûte est l'application LivePay. L'application LivePay, c'est 4 millions de téléchargements et 2 millions d'utilisateurs. Voilà pour les grands chiffres. Les grands chiffres. Très bien. On va également demander à Vincent Duval, CEO de Pélib, autre champion français des fintech et du paiement. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Alors Pélib, en quelques mots, Pélib, c'est une société qui a été créée il y a quelques années par les principales banques françaises. Aujourd'hui, on fédère en tour de table à peu près l'intégralité des groupes bancaires français et on est déployé auprès de l'ensemble de ces banques
les banques qui nous ont déployés représentent à peu près 95%, un peu plus de 95% des Français bancarisés. Alors, Paylib, c'est fondamentalement 3 services, hein, le paiement en e-commerce, le paiement en magasin et le paiement de personne à personne. La vocation de Paylib, hein, sa raison d'être, c'est d'offrir aux Français une solution de paiement. Alors, on est made in France, mais enfin, en tout cas, made in Europe. C'est ça la vocation, c'est vraiment d'avoir une solution de paiement qui est protectrice des données personnelles et des usages des consommateurs, tant porteurs que marchands, pour protéger la valeur de nos économies marchandes en France et a fortiori en Europe. Et on va revenir aussi tout à l'heure. Et Paylib, en quelques chiffres, hein, c'est 5 millions d'utilisateurs et aujourd'hui 19 millions d'inscrits, notamment sous l'impulsion du paiement de personne à personne qui a connu un énorme boom ces derniers mois. On va y revenir. Alors, on va évoquer la période qu'on a traversée, hein, cette crise Covid. Est-ce que, comme on l'évoquait tout à l'heure dans la partie cartographie, est-ce que ça a accéléré l'adoption des solutions de paiement mobile? Sabine, Brico Dépôt, j'imagine que vos dépôts ont été impactés, fortement impactés par ces mois et ces mois de crise. Est-ce que vous avez observé une évolution des usages et un boom du sans contact chez vos clients? Oui, absolument. Déjà début mai l'année dernière, quand le GE Carte Bancaire a passé le sans contact de 30 à 50 €, qui correspondait tout à fait à ce qu'on attendait sur ce moment-là. Et nous, dans un même temps, on a réaffirmé toute la partie sans contact avec des nouveaux affichages et également tout ce qui est règlement NFC. On a vraiment réaffirmé, on le réaffirme régulièrement depuis juillet l'année dernière, avec vraiment des affichages spécifiques pour inciter les clients à payer en sans contact. Donc, c'était déjà une tendance forte avant la crise, mais ça s'est amplifié évidemment avec une prise de conscience, hein, de la valeur du sans contact et du paiement mobile. On pourrait quantifier la proportion aujourd'hui de paiements qui se font par ce biais? On a vu une augmentation relative, mais j'ai pas les chiffres à date. Mais on a vu une augmentation très significative, de l'utilisation de la carte bancaire et du sans contact. D'accord. Et du paiement mobile également, une forte croissance sur ce type d'usage qui était Le quasiment paiement mobile inexistant avant également, la crise? c'est ça. D'accord. Frédéric, on le disait aussi, forte croissance, j'imagine, avec cette crise Covid. Aujourd'hui, on pourrait quantifier le volume de paiement mobile par le biais de votre application? Alors, tout d'abord, notre application, comme l'a présenté Aude dans la cartographie, supporte deux typologies de paiement sans contact, hein, le paiement sans contact NFC, donc Paylib, puisqu'on porte l'application Paylib pour un certain nombre de banques françaises, mais aussi le paiement QR code. Alors, dans le contexte des inquiétudes sanitaires qu'on a connues, le grand intérêt du paiement mobile, sans contact mobile, que ce soit d'ailleurs sans contact NFC ou QR code, c'est qu'on déplafonne. Hein, donc, Sabine nous parle… On est passé de 30 à 50 €, hein, je crois. Non, 30 à 50 €. C'était sur la carte? Oui, pardon. Et on est allé au-delà, oui, bien sûr. C'est effectivement sur la carte, alors que ces plafonds ne sont pas appliqués sur le paiement mobile. Et donc, effectivement, ça permet d'apporter un cas d'usage beaucoup plus large, que ce soit QR code ou sans contact. Alors, nous, on a constaté, d'ailleurs, sur les deux typologies de paiement, une multiplication par 3 sur l'année qui vient de s'écouler. Je suis certain que Vincent va complémenter avec sa vision des choses, mais l'adoption du paiement mobile sans contact, hein, donc, qui vient quelque part ensuite du paiement carte sans contact, est en croissance linéaire, stable, et donc c'est vraiment une adoption qui devient démocratique. x3 cette année. On partait quand même de relativement bas. J'ai souvenir des chiffres de juillet 2020 de la BNF, la Banque nationale de France, hein, la Banque de France, qui estimait que c'était moins de 1%, hein, je crois, des paiements qui passaient par les mobiles. Là, on pourrait estimer qu'on est passé à combien? Alors, je n'ai pas d'estimation à partager. Peut-être que Vincent, Vincent… je crois, oui, effectivement. Vincent, c'est un chiffre
qui était assez bas, je crois 0,34% de mémoire en Oui, juillet 2020, et on serait monté à combien aujourd'hui? aujourd'hui, on est de l'ordre du pourcent, de l'ordre du pourcent, et les chiffres que vous aviez montrés, je crois que c'était Bertrand qui nous montrait ces chiffres-là tout à l'heure. En fait, le 18% qu'on avait en 2018, aujourd'hui est à 38%, donc 38% de la population a goûté au paiement mobile. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'intensité où enfin, il y a 2 ans, c'était, on va dire, 18% et c'était très sporadique. C'était, on va dire, les clients s'essayaient au paiement mobile. Aujourd'hui, dans les 38%, on a des vrais utilisateurs qui ont vraiment un usage qui est devenu hybride entre la carte physique et la carte dématérialisée dans le mobile. On voit, alors Pélib, nous on représente sur les 18%, on est le premier service de paiement utilisé puisque 17% des Français nous utilisent. C'est plus que Google 14 et Apple Pay 12. En fait, donc à notre échelle, mais je pense qu'on est relativement représentatif du coup d'un phénomène de marché, on voit que globalement, le paiement en magasin par Pélib, c'est à peu près 8 transactions par mois par utilisateur. Si on compare ça à une carte, c'est à peu près le double pour une carte. Donc, on représente à peu près la moitié d'un usage d'un client. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, on est dans un usage qui s'installe, dans un usage qui est devenu hybride. En tant qu'utilisateur, on utilise un petit peu la carte en plastique et un petit peu la carte dans le mobile. Voilà. On est dans des usages en transition. Et Vincent, est-ce que cette proportion qui est quand même relativement faible sur le total des transactions, Oui, 0,34%, est-ce qu'elle a quand même tendance à fortement progresser alors, post-crise? alors nous, on observe justement derrière vous voyez, on est quasiment sur des doublements de pénétration, mais on est surtout sur des facteurs annuels qui sont d'un facteur 4 sur les transactions. Alors, si vous prenez aujourd'hui un phénomène qui est relativement minoritaire, puisqu'on est de l'ordre du pourcent, en fait, avec le taux de croissance que l'on observe, on est sur une courbe en exponentielle. Alors maintenant, on connaît ces courbes en exponentielle avec le Covid. En fait, on sait que c'est explosif. Et quand on atteint le pourcent, eh bien, en fait, en 3-4 ans, disons dans 4 ans, on peut s'attendre à ce que ça devienne majoritaire. Majoritaire, on pourrait passer de 1 Majoritaire, à oui, 50% majoritaire. d'ici 2025. Alors, l'échelle de temps n'est pas complètement certaine, mais je dis 4 ans parce que ça veut dire que c'est entre 3 et 5. Mais entre 3 et 5 ans, ça va devenir majoritaire. Ça, on le sait. D'ailleurs, on a l'expérience de la chose, d'une part, sur le paiement mobile dans les pays nordiques qui sont à ce stade-là aujourd'hui. Et donc, on observe, voilà, on suit la même courbe avec quelques années de retard. Et je rappelle que le paiement sans contact par carte, il existe depuis 10 ans. Et pendant 8 ans, c'était un phénomène minoritaire, voire marginal. Et il a explosé en 2 ans. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est devenu complètement installé et majoritaire. Hein, les chiffres que Johan évoquait tout à l'heure, en fait, ce n'était pas le cas pendant quasiment 8 ans. Mais Donc voilà. les paiements par smartphone pourraient connaître le même destin que le Très paiement sans probablement. contact avec carte, mais en tout cas, on le souhaite. Alors, on va reparler dans un instant du paiement en point de vente. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le paiement online avec Frédéric et Sabine, parce que aujourd'hui, le mobile, c'est la majorité de la fréquentation des sites e-commerce, mais c'est toujours une minorité souvent des transactions. Frédéric, Sabine, est-ce que aujourd'hui, des solutions de paiement mobile, des wallets permettent de réconcilier un petit peu simplicité, sécurité? On l'a vu dans un contexte aussi avec la DSP2 qui a parfois un peu compliqué les parcours clients. Est-ce que c'est un sujet que vous adressez chez Live, par exemple, Frédéric? Alors, nous, on adresse d'abord effectivement la fluidification du parcours client qui intègre la phase de paiement. Tu évoques la notion de paiement online. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une hybridation des parcours, puisque des parcours, comme l'évoquait Aude, de Scan and Go, c'est finalement un parcours online qu'on fait en magasin. Hein, donc, c'est fondamental de pouvoir fluidifier la phase de paiement, étant entendu qu'en magasin, l'irritant de paiement est parfois un petit peu plus difficile à supporter que quand on est tranquillement derrière son PC. Alors, on sait que entre sécurité et fluidité, ce sont, on va dire, Il fallait souvent choisir, oui. soit quelque chose de très fluide et généralement bien moins sécurisé vers ça. Il s'avère qu'aujourd'hui, grâce au mobile, qui est un élément de sécurisation, on
peut combiner fluidité et sécurisation. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, Life bénéficie d'un agrément octroyé par le GIE carte bancaire qui nous permet de faire l'authentification forte à la place de la banque émettrice. C'est ce qu'on appelle la délégation d'authentification. Et donc, ça permet de faire une validation de paiement en un clic sur son smartphone. Alors que je sois derrière mon PC en train de faire un achat online ou que je sois en magasin en train de faire un achat hybride, au sens canal du terme, eh bien, dans les deux cas, je peux payer en un clic. Et je pense qu'on arrive donc à concilier aujourd'hui fluidité et sécurité. Il n'en demeure pas moins que c'est un point d'attention puisque ces évolutions sont des évolutions d'abord réglementaires, mais ensuite, on va dire, fonctionnelles et techniques. Et donc, il y a une adaptation de l'écosystème global sur ces évolutions. Donc, il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie qui sont mises pour passer à l'étape. Et avec la DSP2 et les nouvelles RTS là, qui sont entrées en vigueur au printemps, vous avez senti peut-être plus de curiosité de la part des marchands pour des solutions comme Life? Alors, plus de curiosité. D'abord, il y a un changement de fondamentaux, puisque sur ce qu'on appelle le 3DSV1, c'est-à-dire la sécurisation des paiements en ligne qui existait avant, c'est bien le marchand qui décidait si oui ou non il souhaitait une authentification du porteur. Donc, s'il la demandait, il s'affranchissait du risque d'impayé. S'il ne la demandait pas, il était lui-même responsable, il prenait la responsabilité d'un éventuel impayé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas dans le modèle imposé par la DSP2 et surtout le 3D Secure V2, puisque c'est l'émetteur de la carte qui, lui, va prendre cette décision. Et donc, le marchand se retrouve dépendant de la décision qui va être prise par l'émetteur de la carte. Et donc, en termes de gestion du parcours client, il n'a plus, on va dire, toutes les manettes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de travaux, d'échanges et de manière constructive à essayer de trouver ce point d'équilibre. Vincent, cette DSP2 et ces nouvelles RTS, c'est aussi un accélérateur pour l'adoption de solutions comme Paylib? Alors oui, maintenant, c'était un phénomène qui était relativement anticipé par le monde marchand, ce qui explique, alors nous, on est présent à mobile, mais aussi laptop, hein, donc les chiffres que je peux vous donner, c'est des chiffres qui agrègent les deux. On avait en 2019 à peu près 5000 e-commerçants qui proposaient Paylib comme moyen d'acceptation, et aujourd'hui, on est à 50 000, donc une très forte croissance du nombre. Alors là-dedans, il y a des petits, il y a des gros, hein, il y a de tout. Je rappelle que pour accepter Paylib, c'est extrêmement simple en réalité, puisque c'est gratuit pour les sites de e-commerce. Ils n'ont qu'à demander à leur prestataire de solutions de paiement, hein, ce qu'on appelle les PSP ou les PAT, tout simplement de leur activer l'acceptation Paylib. C'est généralement une option gratuite de la part des principaux PSP. Et on travaille aujourd'hui avec à peu près tous les PSP de la place. Et en tout cas, c'est des solutions qui contribuent à redresser un peu les taux de conversion des marchands. Alors, c'est pas toujours très bon sur mobile? Alors, complètement, puisque aujourd'hui, avec la DSP2, la DSP2, elle dit quoi? Elle dit que pour tout paiement de plus de 50 €, ce qui est souvent le cas d'un panier en e-commerce, il faut une authentification double facteur. Alors, Paylib, il se trouve que c'est une authentification double facteur d'origine. Ça a toujours été double facteur. Donc, la DSP2, en fait, apporte des contraintes sur les parcours de paiement. Et en fait, Paylib est une solution pour fluidifier cette authentification double facteur. Et dans les deux facteurs, je rappelle que pour Paylib, il n'y a pas de SMS. Hein, les deux facteurs sont l'authentification biométrique, la même qu'on utilise pour l'accès à son application bancaire, d'une part, et le device qui est enregistré par la banque émettrice. Donc, il n'y a pas de, en termes d'expérience client, c'est uniquement une authentification monofacteur, hein, vue du client. Il n'y a pas de code SMS et il n'y a pas de dispositif particulier en plus. Voilà. Donc, c'est plus fluide. Ça fluidifie fluide. vraiment ce parcours d'achat, ce parcours paiement, quel que soit le montant, même au-delà de 50 €. Très bien. Donc, merci pour ces éléments sur la partie e-commerce, la partie online. On va parler de ce qui se passe en point de vente. Sabine, peut-être est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse de votre réflexion chez Brico Dépôt, puisque on dit souvent que les caisses et l'attente en caisse, c'est un des principaux irritants. C'était le cas, j'imagine, par vos clients. Et vous avez entamé une réflexion un petit peu pour repenser tout ce parcours client? Ça l'est, effectivement, ça fait partie des points majeurs sur lesquels on travaille au quotidien, c'est-à-dire effectivement lever les irritants des clients.
mais qui, surtout au niveau de la partie caisse, où l'attente en caisse fait partie des points qui génèrent le plus de stress pour les clients et du coup pour les équipes. Et comme on travaille beaucoup sur la satisfaction client, c'est un point sur lequel on a fait un focus. Donc, ce focus a fait qu'on a travaillé d'un point de vue un peu plus global l'année passée sur la sortie du confinement, sur tout l'écosystème caisse. Et c'est comme ça qu'on est parti pour rencontrer l'AFP l'année dernière et qui a fait qu'on est parti sur un projet de Scan & Go avec l'AFP de manière à pouvoir proposer quelque chose d'innovant à nos clients et quelque chose de rapide et qui nous permet également de travailler sur la fluidité au niveau des lignes de caisse. Et on va apporter de manière… Oui, pardon, vas-y. Donc, on comprend bien. Donc, non seulement il s'agissait de démocratiser le paiement mobile en caisse, mais là, vous êtes même allé en amont avec une logique de Scan & Go, donc en permettant à vos clients, depuis l'application Live, de scanner, c'est ça, le code barre des produits et quelque part Complètement. de payer avant de passer en caisse presque. Tout à fait, mais on va lui offrir une seconde possibilité au client. Effectivement, le client, la seule règle, c'est d'avoir l'application l'AFP sur son téléphone. Il va scanner ses codes barres au fur et à mesure de ses achats. Et avant la sortie, il va faire un choix. Est-ce qu'il paye directement dans l'app ou est-ce qu'il passe en caisse? Il va conserver la possibilité de passer en caisse. S'il passe en caisse, le système, le point sur lequel on a travaillé avec l'AIF va nous générer un code barre qui va être lu par notre système de caisse et qui va permettre au client de payer, aussi bien en espèces, en chèque ou en carte bancaire, s'il ne veut pas payer dans l'app. Et le client qui veut payer dans l'app est totalement autonome sur l'intégralité de son parcours client, mais il pourra payer directement dans l'app et sortir sans passer par la caisse. Donc, on peut avoir le panier quelque part dans son smartphone et payer en liquide ou évidemment payer directement Complètement. dans l'application. Donc, vraiment un grand nombre d'options proposées aux consommateurs, clients de Brico Dépôt. Alors, quel est l'accueil de ces solutions? Est-ce que ces clients sont contents que vous proposiez ce genre de nouvelles options? Les clients sont surpris de cette nouveauté et adhèrent. Ça demande un petit peu d'accompagnement au démarrage parce qu'on explique le fonctionnement. Mais dès que les clients ont pris l'outil, on s'aperçoit, j'ai des dépôts tels que Dieppe, par exemple, où j'ai des clients qui reviennent régulièrement et qui ne font plus que des achats en Scan & Go. Ah oui, donc on les voit Donc avec c'est leur petit quelque chose smartphone. qui est… On les voit avec leur smartphone dans complètement. les rayons en train de scanner les produits. Et donc, ça, c'est un véritable nouvel usage. Tout à fait. Et puis qui, j'imagine, du coup, Oui. se présente à un agent qui vérifie leurs achats et ils sortent du magasin juste après. Exactement. Quel est l'accueil par les équipes de Brico Dépôt? Parce que ce sont des fonctionnalités qui pourraient peut-être en inquiéter certains. Non, les équipes sont hyper fières de pouvoir proposer quelque chose d'innovant à nos clients. Aujourd'hui, nous avons 7 dépôts qui testent et qui utilisent l'AFP. Ces 7 dépôts, les équipes sont hyper fières de porter quelque chose d'innovant comme l'outil de l'AFP. Et tous les dépôts attendent finalement la mise en place de cet outil pour pouvoir l'apporter. C'est un complément, c'est quelque part, c'est comme si on avait un nouveau mode de règlement. C'est pris comme ça, c'est un service supplémentaire pour le client. Très bien. Frédéric, on le voit, un déploiement réussi apparemment chez Brico Dépôt, déjà dans 7 dépôts, bien accueillis par les consommateurs, bien accueillis également par les équipes de Brico Dépôt. Ce type de logique, à la fois le Scan & Go puis le paiement mobile, ça a tendance à devenir une norme dans le monde d'après-Covid? J'aimerais bien répondre que ça va devenir une norme, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une adoption qui est beaucoup plus forte dans l'après-Covid parce que la période Covid a mis en évidence que les solutions numériques étaient utiles et répondaient à des attentes clients. Notamment, on a évoqué les irritants en point de vente. Les irritants en point de vente, eux aussi, ont été exacerbés par la crise sanitaire. Je pense à l'attente en caisse ou je pense aux échanges physiques en caisse avec des cartes et des tickets, etc.
Donc aujourd'hui, à l'ère du numérique, il est évident qu'on peut dématérialiser la quasi-totalité des processus, dont les processus d'achat, que ce soit la constitution de panier ou le paiement. Alors, on a commencé évidemment par dématérialiser, on va dire, le passage en caisse, c'est-à-dire non seulement le paiement, mais l'identification via un programme de fidélité, le On en ticket de reparlera. caisse, Ouais. voilà, tout ce qui se passe en caisse. Alors, ce qui est intéressant pour d'abord dématérialiser le passage en caisse, ça supprime le premier irritant qui est que j'ai encore un portefeuille beaucoup trop épais aujourd'hui avec des cartes et des tickets. Et puis, ça me permet de l'accélérer. Le deuxième intérêt d'avoir dématérialisé totalement le passage en caisse, c'est qu'alors, ce passage en caisse, finalement, se faisant sur mon mobile, je peux le faire dans un autre contexte. Et le scan and go, c'est bien sur la base de cette dématérialisation qu'on peut le construire, puisque n'ayant plus à passer en caisse pour payer, alors je peux aussi constituer mon panier dans le rayon et puis le payer dans le rayon et sortir par une sortie dédiée. Donc, en d'autres termes, on ne réduit pas l'irritant ou les irritants du passage en caisse, on les supprime. D'accord. On fait plus de différence d'ailleurs entre commerce et e-commerce désormais. C'est finalement à peu Là, près la même non, expérience. on ne fait plus de différence. Prenons le click and collect, prenons le scan and go. In fine, quand je fais du click and collect et que je vais récupérer mon colis dans un magasin physique qui parfois d'ailleurs est complété par un achat que je vais faire sur site, c'est ce qu'on appelle nous une hybridation des canaux et des expériences. Et donc, on n'a plus du tout le canal e-commerce, le canal de proximité. Et à l'inverse, c'est la combinaison des deux qui permet d'apporter des alternatives qui répondent aux attentes des consommateurs. Ouais. Vincent, le témoignage de Sabine, il est intéressant. On sent qu'effectivement, les usages en point de vente sont complètement en train de basculer. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très, très intéressant ce témoignage de Life et de Brico Dépôt, parce qu'on voit bien la complémentarité aussi des deux approches, Life d'un côté, Pélib de l'autre. Life, voilà, avec cette approche on va dire de service à valeur ajoutée dans une approche un peu verticalisée des usages, avec justement ces expériences un peu innovantes. Et à contrario, Pélib, nous, on est très focus sur le paiement, et j'ai envie de dire presque rien que le paiement, ce qui nous permet, là par contre, de compléter le dispositif en ayant une approche très transversale et très universelle. C'est pour ça, aujourd'hui, nous, on est extrêmement massif. On a 19 millions d'utilisateurs aujourd'hui. C'est extrêmement large et ça se veut véritablement universel, toute banque, tout client. Alors, voilà. Universel, là-dessus, il y a encore un petit frein parce qu'il y a un constructeur californien, Apple, pour ne pas le nommer, qui restera encore l'usage du NFC, notamment en point de vente, à sa seule solution de paiement, Apple Pay. Alors ça, c'est effectivement évoluer un vrai sujet. On a sur les 3 services de Pélib, e-commerce, peer-to-peer et magasin, en fait, ils sont tous compatibles, toutes plateformes. Il y a juste un écueil, c'est que sur en magasin, on a besoin d'accéder à l'antenne NFC du mobile. Notamment, on parle des QR codes, mais enfin de là, demander il y a à peu près 1 million de points de vente en France. On ne va pas demander à 1 million de points de vente de redéployer un dispositif d'acceptation, alors qu'il a déjà investi aux côtés des banques dans le dispositif NFC. Donc, la première chose, c'est évidemment que commerce et wallet bancaire, nous demandions, on l'a demandé gentiment à Apple depuis quelques années, on s'est vu essuyer des refus. Aujourd'hui, la demande, elle est maintenant auprès du régulateur. Et on demande ça ensemble, main dans la main, commerce et wallet bancaire. On le demande évidemment aux échelons nationaux, mais également à l'échelle européenne. Et en l'occurrence, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a un projet de Digital Market Act. Il y a donc un texte européen qui est en préparation, qui logiquement devrait aboutir d'ici fin d'année pour du coup obliger les plateformes qui ont à la fois un rôle d'operating system sur les mobiles et qui par ailleurs proposent des solutions de paiement, de bien dissocier ces deux activités et de ne pas faire de favoritisme au niveau de l'OS de leur propre solution de paiement. Alors ceci vaut évidemment pour l'acteur californien, mais ça vaut d'ailleurs également pour les autres big tech que peuvent être les systèmes Android ou Samsung, dans une moindre mesure où ils cherchent à s'octroyer certains avantages
Mais globalement, là où il y a vraiment une entrave franche et massive, c'est évidemment… C'est sur iPhone et ça représente quand même un nombre de clients non négligeable. Mais bon, vous pariez sur l'ouverture du NFC de l'iPhone Ah bah à Paylib c'est prochainement. écrit, hein, c'est déjà dans les textes publiés par la Commission européenne et qui sont soutenus globalement par le Parlement européen. Donc, les textes seront adoptés très probablement d'ici la fin de l'été, d'ici la fin de l'année. Écoutez, on vous le souhaite. Et puis peut-être, du coup, Paylib en NFC sur iPhone, peut-être dès l'année prochaine. Alors, pas que Paylib, hein, ça sera valable pour toutes les solutions de paiement européenne, donc nos homologues européens, mais également toute autre application qui peut être concurrente à Paylib pourra proposer ces solutions sur plateforme iOS, alors qu'aujourd'hui, c'est entravé. D'accord. On va parler du coup peut-être du futur, de ce que vous pouvez anticiper dans les autres changements. Sabine, chez Brico Dépôt, donc là vous avez évidemment ce projet avec Life qui est assez ambitieux. Ça va, j'imagine, ça a vocation à être déployé sur l'ensemble de vos dépôts, j'imagine, cette solution? Oui, absolument. À la rentrée, on va partir sur une phase de déploiement. Et donc, je pense que sur les premiers résultats et des vraies mesures, on pourra en reparler ensemble en fin d'année. Mais en soi, c'est déjà une belle réussite puisqu'il y a une belle prise en main et des très bons retours de tout le monde. Mais ça fait partie de l'avancée. Vincent disait Ça fait partie des points sur la… Bien sûr. Alors Vincent disait que le paiement mobile avait vocation à devenir majoritaire finalement à très court terme, hein, d'ici 2025. Est-ce que ça va vous pousser peut-être à réorganiser vos magasins, à donner peut-être moins de place aux caisses enregistreuses, à réinventer des parcours clients parce qu'on voit effectivement maintenant de plus en plus de consommateurs qui rentrent en magasin avec un smartphone. À quoi va ressembler un Brico Dépôt à la fin de cette décennie? Ça, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que ce n'est pas moi qui porte c'est un peu une question boule de cristal, elle est difficile. Cette démarche, c'est complètement… Oui, c'est complexe. Mais en tout cas, les parcours clients qu'on imaginait depuis une cinquantaine d'années avec voilà, des consommateurs qui rentrent, un parcours qui ressort par les caisses, ça risque d'être pas mal bousculé. Ils ont totalement changé. On le voit aujourd'hui. On voit les évolutions, on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec Life. Les choses évoluent. L'une des et ambitions, malgré tout, vous aurez toujours des clients qui payent et vous aurez toujours… Pardon, Frédéric. Jérôme, vous aurez toujours des clients qui payent en espèces. On est quand même un des secteurs d'activité où vous avez quand même un pourcentage de cash qui est encore utilisé. Oui, il y a des bricoleurs qui utilisent beaucoup de liquide. Enfin, on voit quand même des pays qui sont en train d'interdire le cash. Ça pourrait quand même disparaître, ou en tout cas devenir de plus en plus rare. Vincent est non, on ne peut pas dire ça, Jérôme. En tout cas, il y a des pays qui effectivement sont en train de réduire l'utilisation du cash. Oui. Et en tout cas, Sabine, la dynamique, c'est de donner de plus en plus d'autonomie aux clients, y compris en point de vente. La preuve en est avec le Scan & Go. Oui, clairement. Donc, ce sera une tendance lourde. C'est autonomie, satisfaction, mais c'est l'engagement des équipes aussi, puisque les engagements sont quand même… Les équipes sont engagées et portent ces projets-là et sont hyper fiers. Et si on veut de la satisfaction client, elle fonctionne aussi avec l'engagement des équipes. L'un ne va pas sans l'autre. Et comme l'inverse est vrai, l'engagement des équipes existe si la satisfaction du client, elle est là. En tout cas, beaucoup d'innovations, mais il faudra évidemment qu'elles soient accompagnées par les équipes qui devront évidemment faire de la pédagogie auprès des clients, sinon ça ne marchera pas. On est tous d'accord là-dessus, Sabine. Jérôme, je me permets de rebondir là sur ce que vous disiez sur le cash. Oui. Pardon, juste une petite remarque. Il y a une question sur le chat qui concernait le sujet juste avant. Est-ce qu'on peut peut-être juste répondre à cette question sur la limite de montant du Scan & Go chez Brico Dépôt? J'allais y répondre, Bertrand. Ah, ok, vas-y. Je vais y répondre, c'est très simple. En fait, la limite de paiement dans l'application Live, c'est 3 000 € par jour, qui est évidemment à compléter par la limite de votre propre carte bancaire. Donc, il n'y a pas de limite, je dirais, qui puisse impacter l'acte d'achat en magasin. On est très loin des 50 € d'une carte sans contact. Voilà, exactement. Ça, c'est la force du paiement mobile. On voit le panier moyen.
Voilà, mais le panier moyen aujourd'hui sur le Scan & Go, il reste inférieur à 50 € malgré tout. D'accord. Vincent, sur le Le cash. panier moyen, on a des achats qui sont au-delà. Mais... Oui, sur le cash, pour resituer quelques ordres de grandeur dans le paiement en France, retenez que les paiements par carte, ça représente à peu près une douzaine de milliards d'euros, une douzaine de milliards de nombre de transactions annuelles. Le cash, il représente, on l'estime, le cash, parce qu'on n'a pas évidemment c'est pas tracé, mais on estime que c'est à peu près 30 milliards. Donc ça reste vraiment En volume. plus important. Et pour situer aussi le chèque c'est à peu près 1 milliard. Voilà, grosso modo, 1 milliard de chèques, 12 milliards de cartes et à peu près 30 milliards de cash. Donc vous voyez que quand même le cash, il peut diminuer fortement, largement avant de mourir. Et d'ailleurs, les pays où il a fortement diminué, notamment les pays nordiques, notamment avec des applications comme Swish qui proposent les paiements de personne à personne, parce que le cash, il est beaucoup dans la personne à personne, ou le paiement en magasin. En fait, les Suédois sont allés jusqu'à réinstaller le cash dans leur propre constitution, justement pour en garantir la préservation au titre de, on va dire, de l'inclusion sociale pour les personnes âgées ou pour certaines personnes non équipées de smartphones. Donc, quand même, quelque part, enfin, voilà. Il ne va pas complètement disparaître, mais il y a quand même une tendance à moins utiliser le cash, évidemment. Ah bah évidemment. Il concourt. Non, alors, mais 30 milliards de transactions. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. 2 tiers des transactions qui sont aujourd'hui avec un mode papier, quelque part, oui, ils ont vocation à se digitaliser. C'est clair. Parmi les autres tendances, il y a aussi la convergence entre paiement et fidélisation. Frédéric va nous en parler. Sabine, c'est un sujet aussi sur lequel vous réfléchissez chez Brico Dépôt, dans un seul et même geste, de payer et puis peut-être demain de comment on dit, burner sa cagnotte ou ce genre de choses. Il y a une réflexion autour de ça? Voilà, vous avez fait la question et la réponse. Oui, on réfléchit à ça. Là, aujourd'hui, on voit avec Life, on a déjà la prise en compte de la carte client. Donc, on sait tracer le client sait déjà retrouver son ticket de caisse, sa facture sur son espace client, même s'il est payé en Scan & Go, ça remonte directement dans les systèmes. Donc, ça fait partie, on va dire que c'est un projet global, et la FID et ça toute va la partie client. Très vite. Frédéric, effectivement, on le rappelle en introduction, Life, ce n'est pas que du paiement, c'est aussi la dématérialisation des cartes de fidélité. Il y a une tendance aussi à la fusion du geste, en un seul et même geste. Ça va être aussi une tendance lourde de la décennie? En fait, rien ne justifie aujourd'hui qu'on ne facilite pas le parcours client en caisse en tirant justement parti des wallets pour le fluidifier. Si on parle de la fidélité, tous les clients sont appétents pour avoir un programme de fidélité et bénéficier de promotions quand elles sont bien ciblées, quand elles nous parlent. Et quand on réchigne, je dirais, à adhérer à un programme de feed ou quoi que ce soit, c'est plutôt parce qu'il faut remplir un formulaire, On n'a pas le temps. quelque part, j'ai pas le temps et je n'ai pas la tête à ça. Grâce au paiement mobile, on va non seulement en amont simplifier l'adhésion à un programme de fidélité, puisqu'en deux clics, je peux adhérer à un programme de fidélité, étant entendu que toutes mes données personnelles protégées, comme avec Pélib, bien sûr, peuvent être utilisées suite à mon consentement pour adhérer à un programme de fidélité. Donc, en 2 clics, je peux y adhérer. Et ensuite, je vais bénéficier d'informations, de promotions, de toute l'animation commerciale sur mon mobile dans l'application LivePay, donc de manière peu intrusive, c'est ni email ni SMS. Et je vais à la fin pouvoir en bénéficier en un clic lors du passage en caisse. Donc, il est évident que le paiement doit être fluidifié. Ça, c'est le premier acte. Et je pense que je partage l'avis de Vincent que le paiement mobile va bénéficier de la même courbe que le paiement sans contact. C'est qu'il va y avoir une inflexion et en quelques années, on va changer de monde. Mais l'avantage du mobile, c'est que là où la carte, finalement, étant un instrument passif, c'est une carte en plastique. L'avantage du mobile, c'est que ça apporte beaucoup pour tout ce qui est, je dirais, dans l'écosystème. Enrichir l'acte de paiement, ouais. On peut sécuriser, prendre une assurance, fidéliser, faire 2 gestes en un, 3 gestes en un très facilement. Et même pour collecter de la donnée comportementale, pour faire de l'animation commerciale extrêmement ciblée, pour fluidifier l'usage des promotions,
Bref, il y a un potentiel de développement autour de l'animation client, puisque le paiement étant la ponctuation de la relation commerciale, c'est bien l'élément, je dirais, qui est clé dans le monde du commerce, et il y a un fort potentiel de développement autour de cette phase-là. D'accord. Et d'ailleurs, Life est de facto une super app qui combine différents métiers. Vincent, vous, chez Paylib, vous allez rester focus sur le paiement, mais il y a aussi vocation à enrichir d'autres applications comme Life ou d'autres éventuellement de cette brique de paiement qui aujourd'hui devient incontournable dans de plus en plus d'applications, de super applications. On le voit notamment en Asie ou aux États-Unis. Oui, tout à fait. Vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Life est plutôt voilà, à organiser une intégration avec les commerçants pour mettre de la valeur ajoutée. Nous, notre vocation, c'est plus une approche transversale, véritablement focus sur le paiement pour être intégré dans des dispositifs commerçants ou des apps. Exemple, Life nous intègre comme solution de paiement pour Et demain, on pourrait retrouver Paylib dans une application de messaging, par exemple, ou dans d'autres wallets, comme ceux qui étaient évoqués dans la cartographie tout à l'heure. Oui, alors avec juste une condition, parce qu'on a été souvent approché par certains big tech. La raison d'être de Paylib, c'est de protéger les données des actes marchands, à la fois pour protéger les porteurs, mais également pour protéger les commerçants, parce qu'on voit bien, il y a certaines ambitions de certains big tech qui consistent en réalité à amener des solutions de paiement pour capter les données d'achat, que les données de paiement, finalement, c'est les données d'achat, pour après désintermédier le monde du commerce et en capter de la valeur. Et ça, c'est un sujet qui est, on va dire, les autorités françaises et européennes ont bien pris conscience de ça, le monde du commerce aussi, et notamment, c'est pour ça qu'on avance main dans la main avec notamment les associations Eurocommerce au niveau de l'Europe pour être très vigilant par rapport à ça. Alors, du coup, s'intégrer dans des apps de messaging, oui, mais à condition qu'il y ait, comment dire, aucune ambition de voracité des données. C'est un peu là-dessus qu'aujourd'hui, on est contraint de dire non pour cette raison. Et vous voyez que c'est un vrai sujet, parce qu'on voit bien cette boulimie qu'ont les big tech de capter ces données. Quand on leur dit qu'on peut offrir un service, mais sans donner les informations, les datas, tout de suite, ça les intéresse beaucoup moins. Ouais, on voit qu'il y a une vraie question sur la souveraineté de ces solutions de paiement. Complètement. La France était un champion de la monétique il y a 40 ans avec les premières cartes à puce. On a avec Paylib et avec Life de beaux champions aussi du paiement mobile. Il va falloir effectivement les protéger. Sabine, vous avez pas de... Oui, il est temps de conclure. Non, il y a une question dans le chat qui rejoint un peu les échanges que vous avez eus il y a quelques minutes sur la part du cash, la part des CB, la part des paiements mobiles en retail à terme. Donc, je ne sais pas si on peut répondre, si on a la boule de cristal pour répondre à cette question, mais ça donne quand même une idée par rapport à l'échange que vous avez eu tout à l'heure sur le paiement liquide notamment. Oui, alors on va pas avoir des réponses exactes. On peut quelque part partager quelques hypothèses et quelques raisonnements. Sur le paiement en magasin, on voit qu'il y a vraiment ce développement en courbe exponentielle du paiement sans contact qui bascule mobile, même s'il reste encore, c'est encore un peu notre variant Delta à nous, le mobile dans le paiement sans contact, mais vous voyez qu'il va prendre de l'ampleur et on estime qu'il va s'imposer comme majoritaire dans un horizon de 3 à 5 ans. Ça, c'est pour figer l'aspect en point de vente. Le cash, il est… Vincent. Oui, allô ? Oui, Sabine, quelle est votre analyse ? Oui, Vincent, je voulais juste intervenir sur ce que vous disiez, juste compléter. Je pense que l'augmentation du sans contact et du NFC se fait au profit forcément de la carte bancaire, mais ça vient faire baisser le taux, chez nous, tout du moins, le taux d'utilisation des chèques. Le cash reste au même niveau, mais c'est plus les chèques qui baissent d'une façon hyper importante. D'accord, oui, le chèque est amené à disparaître assez vite. Oui, le chèque, il avait déjà commencé une très forte décrue et ça ne fait que l'accélérer. Donc ça, c'est pour situer le paysage de vente. Le cash, il est aussi, les 30 milliards de transactions cash sont beaucoup des transactions
aussi pour des petits montants. Alors là, du coup, le sans contact, qui soit carte ou mobile, évidemment, le fait basculer. La forte croissance qu'a observée carte bancaire est principalement liée à une substitution de cash également. Et enfin, il y a beaucoup de cash est utilisé dans les échanges de personne à personne. Et là, pour le coup, c'est le service Pélib entre amis qu'on a vu très, très fortement s'accélérer depuis Noël, probablement sous l'effet d'une forme d'hybridation entre présentiel et distanciel dans les réunions familiales de Noël, où il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés et en même temps, certains membres de la famille qui étaient à distance et qui ont fait des cadeaux de Noël par Pélib entre amis. Et ça a vraiment marqué le début de l'explosion du paiement de personne à personne en France, puisqu'aujourd'hui, on a une croissance, je peux vous la citer, la croissance sur le paiement de personne à personne, elle est 6 fois plus forte que la croissance du paiement mobile en magasin. Donc, alors, on partait d'un peu plus bas, mais aujourd'hui, c'est en train de véritablement exploser. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, ça sera forcément au détriment du cash. Il y a 30 milliards de transactions. Très bien. Il est 10h09. Je vais vous demander à tous les trois peut-être un mot de conclusion. Sabine, on peut parler de révolution pour le paiement mobile et ça va révolutionner évidemment l'expérience client chez Brico Dépôt. Une révolution, une évolution, comme les deux, je pense que ça va ensemble. C'est de l'innovation et c'est un super challenge pour les équipes des dépôts. Mais voilà, la digitalisation, c'est au bénéfice des clients, mais aussi des équipes. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Pour plus de temps pour accompagner nos clients. Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin. Puis on invite tous les gens qui nous ont écoutés, qui ont un projet de bricolage cet été, à se rendre chez Brico Dépôt et à tester évidemment la solution pour acheter en Scan & Go leurs produits. Frédéric, également un mot de conclusion. On peut parler de révolution. On est d'accord? Oui. Alors, je voudrais d'abord très rapidement rebondir sur ce que disait Vincent, parce qu'on partage cette mission qui consiste à protéger les avoirs et les données de nos clients. C'est très important. D'ailleurs, on a des actionnaires communs et c'est très important pour eux. Ils sont très attentifs. Voilà. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, pour une petite boutade, que nos solutions sont payantes. Sous-entendu, on ne monétise pas les données de nos clients à leur insu. Mais c'est important. Voilà. En termes de conclusion, 3 points. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on constate que ces usages, que ce soit du paiement mobile et puis tout ce qu'on a évoqué, c'est beaucoup moins ésotérique qu'on pouvait l'imaginer peut-être avant la crise. C'est-à-dire que ce soit le personnel en magasin ou que ce soit les clients, alors certes, pour une partie d'entre eux, mais l'adoption est facile. Cet aspect ésotérique a disparu. Premier point. Deuxième point, c'est que le niveau d'effort pour les mettre en œuvre n'est pas démesuré. On a des projets de mise en œuvre de solutions Scan & Go de l'ordre de 2 mois pour déployer, ce qui a été le cas par exemple avec le Total. On a été un petit peu plus long avec Brico Dépôt puisqu'on a eu l'intégration caisse pour proposer le passage en caisse, etc. Mais globalement, ce sont des niveaux d'effort qui sont digestes. Et le troisième point, c'est que force est de constater que ça répond aux attentes clients. Et donc, je ne peux qu'inciter l'écosystème à considérer ces alternatives. Et nous, on incite évidemment les consommateurs à télécharger l'application Life et puis les marchands ou d'autres partenaires à évidemment travailler avec vous et adopter vos solutions. Vincent, on va également conclure avec un mot de conclusion pour Pélib. L'avenir est radieux du coup pour le paiement mobile. Alors oui, surtout, moi je voudrais insister sur un point en guise de conclusion, c'est cet enjeu de souveraineté que nous avons qui est collectif. Les acteurs bancaires, les acteurs du paiement européen et les acteurs du monde marchand. Si on ne veut pas demain que tout un pan de notre économie, et on ne parle pas de l'économie du paiement, on ne parle pas de la filière paiement, on parle vraiment de l'économie de nos marchands. Si demain, les big tech viennent désintermédier les relations clients du monde marchand et du monde bancaire, c'est des pans entiers de la valeur de nos économies qui vont passer de la France et de l'Europe vers l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, c'est quand même un enjeu sur lequel on doit collectivement être bien sensibilisé. Alors, là-dedans, vous avez vu qu'on a Pélib, on adresse la population française à l'échelle de l'intégralité de cette population. On a en face de nous ces big tech, notamment Google Pay, Apple Pay. Et vous voyez qu'on arrive à tenir vraiment notre place face à eux. Donc, on a besoin effectivement collectivement
du soutien de tout le monde pour imposer cette brique paiement. Et que le régulateur régule intelligemment. Exactement. Alors d'ailleurs, je vous invite, et pas toujours fait dans la publicité. Jérôme, juste simplement, je vous invite justement à titre personnel, à profiter de l'opération de parrainage que l'on a en cours. Donc, chacun de nous là, peut gagner 30 € en parrainant des amis sur Pélib entre amis. Ça tombe bien, le service il est gratuit, il est pratique. Et donc, je vous envoie le lien dans le chat pour… Avec plaisir, et on le partagera aussi, autour de nous. Merci beaucoup, Vincent, également pour ce témoignage. Bertrand, on l'a vu, une table ronde riche en informations, et on voit vraiment le dynamisme du paiement mobile. Excellent, bravo Jérôme, bravo à tous. Vraiment une table ronde intéressante avec quelques questions posées par ceux qui nous écoutent. Donc merci à tous, vraiment très intéressant. Catherine, si tu peux passer la slide, ceux qui le souhaitent pourront retrouver l'intégralité de ce qu'on vient de faire aujourd'hui sur notre chaîne du marketing mobile sur YouTube. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le prochain rendez-vous aura lieu le 9 septembre avec les interactions mobiles en point de vente. Donc, pour élargir encore ce qu'on vient de voir aujourd'hui, pas uniquement le paiement, mais tout ce qu'on peut faire d'autre comme interaction mobile en point de vente. Et là aussi, la période qu'on a vécue de pandémie a régénéré un peu les solutions que proposaient les points de vente. Il y en a encore beaucoup à inventer, beaucoup de choses à mettre en œuvre. Donc, on essaiera de faire le point là-dessus. Et puis, vous rappelez que sur la chaîne vidéo de l'association, il y a évidemment tout ce qu'on vient de voir sur le paiement, mais il y a aussi plein d'autres sujets qui ne sont pas très éloignés et qui peuvent vous intéresser, notamment le Drive to Store. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le mobile pour pouvoir amener ses clients dans les points de vente, le e-retail média, la créativité sur mobile, le messaging. Bon, bref, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur la chaîne YouTube de la Mobile Marketing Association. Et puis pour conclure, Catherine, si tu peux passer la dernière slide, voilà, vous pouvez nous rejoindre sur tous les liens, les réseaux sociaux de la Mobile Marketing Association, et puis notez le prochain rendez-vous de la commission commerce mobile. Et puis rejoignez la commission commerce mobile de Bertrand. Et rejoignez la commission commerce mobile, exactement. Et notez dans vos agendas que la prochaine réunion aura lieu le 29 septembre, après un été bien mérité. On essaiera de se retrouver tous. Et puis j'en profite aussi pour rappeler qu'on cherche des contributeurs sur la partie optimisation du parcours d'achat mobile. Donc là aussi, le paiement est important. Donc voilà, ceux qui souhaitent travailler sur volontiers. Je suis partante. Avec plaisir pour nous rejoindre. Alors. Je suis partante, Bertrand. Ok, merci beaucoup. Merci. On vous inclura dans les travaux de notre commission. On vous invitera à la prochaine commission. Catherine, si tu peux noter ça dans tes petites tablettes pour qu'on n'oublie pas. Et puis, merci à tous. Bravo pour le timing parfaitement respecté. Et très bonne journée à tous. Merci Jérôme, merci à tous. Très bien, merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.